Bonjour à tous. Voilà, Séverine Falkovitch, Alexander Samuel. Je suis maître de conférence en psychologie sociale, je fais partie du laboratoire de psychologie sociale d'Aix-en-Provence, je suis aussi psychologue social. Alexander, si tu veux dire. J'ai été bien présenté, alors merci, je suis docteur en biologie moléculaire. Et effectivement, j'ai travaillé sur certaines fake news, entre guillemets, c'était taxé de fake news au départ, et dire qu'il y avait du cyanure que Macron utilisait pour empoisonner tout le monde, qui voulait tuer tout le monde. Ça m'intéressait, mais en fait, c'est pas Macron qui veut tuer tout le monde, c'est juste que la molécule est métabolisée en cyanure. Je me suis intéressé un peu à ce sujet-là. Je suis aussi, alors j'ai quitté la recherche, un peu dégoûté par la voie scientifique. Je suis devenu enseignant. J'ai été chargé de mission au CLELI, qui est Centre de liaison d'éducation aux médias et à l'information, à l'Académie de Nice. J'étais spécialiste des fake news. Et je suis aussi expert externe pour différentes ONG, des associations qui travaillent pour essayer de faire la lumière sur des controverses, que ce soit Forensic Architecture ou Index.ngo par exemple, qui font des modèles 3D pour essayer de reconstituer des choses. J'ai aussi travaillé avec des gens de Bellingcat, c'est des ONG, qui font du renseignement en source ouverte. Voilà. Donc oui, les deux ouvrages qui ont été présentés au départ, donc Au cœur de l'esprit critique, Petit guide pour déjouer les manipulations, et Complotisme et manipulation, Petit guide pour déjouer les fausses croyances, fake news et autres fadaises. Donc le premier est une introduction à l'esprit critique, qui permet de prendre connaissance de l'ensemble du champ. Vous y trouverez des outils, des ressources pour approfondir, et une charte pour communiquer dans la bienveillance. Dans le deuxième, c'est également donc une introduction, mais cette fois au complotisme, et qui allie esprit critique et psychologie sociale. Et donc, ce que l'on peut voir, c'est que nous pouvons tous adhérer à de fausses croyances. Et en fin d'ouvrage, il y a également une charte pour enquêter sans complotisme. Alors, Alexandre et moi sommes très engagés sur les réseaux sociaux, voilà, vous pourrez nous retrouver si vous le souhaitez pour nous suivre. Moi, je suis surtout sur Instagram et Alexander est surtout sur X. Malheureusement. Voilà. Mais je suis aussi un peu sur Blue Sky, j'essaie de diversifier. Mais le problème, c'est que j'ai une communauté qui me suivait beaucoup avant le rachat par Elon Musk. Donc je suis resté un peu dessus parce que j'ai quand même beaucoup de monde qui me suivait là-dessus. Qui dit que nous n'allons pas vous raconter n'importe quoi? C'est vrai, vous êtes là, vous nous écoutez, mais après tout, rien ne dit que nous sommes compétents. On est diplômés quand même, hein, et puis on a plein de followers. Ouais, mais le problème, c'est que ça n'est pas une sécurité. À votre avis, est-ce que des universitaires ou des institutions peuvent nous induire en erreur? Eh bien oui. Hein. Donc, on vous a mis quelques exemples ici. Donc, vous trouverez, si vous le souhaitez, si ça vous intéresse, un master avec de la psychologie quantique à Montpellier. Bon, à l'IHU Marseille, donc on a des chercheurs qui font l'objet d'une risée mondiale. Et puis, on trouve des pseudosciences qui sont enseignées parfois à l'université ou mobilisées dans les champs publics ou privés. Donc, à qui se fier? Nous allons évoquer les critères de fiabilité d'un expert. Alors, je parlerai un petit peu vite et parfois il arrivera que j'affiche des informations sans les commenter, mais c'est parce qu'en fait on a énormément de choses à dire et très peu de temps. Donc je m'en excuse par avance. Donc un expert est fiable s'il est diplômé. Être psychologue offre un critère de sécurité qui est supérieur au fait d'être psychopraticien, parce que là il n'y a pas de diplôme qui se réfère au fait d'être psychopraticien. Il faut également être reconnu dans un champ officiellement. Donc de la même façon, psychologue, c'est officiel, magnétiseur, non. L'expert doit s'exprimer dans son champ. Le psychologue qui s'exprime sur une question de psychologie sera plus compétent qu'un médecin qui va jouer les psys dans son cabinet pour parler de la façon dont se comportent vos enfants. S'il est compétent, cet expert aussi, c'est une garantie supplémentaire, et sur le sujet donné, donc suivant que le sujet qui vous intéresse c'est la cardiologie ou la cancérologie, en fonction, vous aurez soit l'un soit l'autre des deux experts qui sera le plus compétent a priori. L'expert doit également être en accord avec le consensus de sa communauté de pairs, c'est-à-dire avec les autres experts. Mais ceci dit, tout le monde peut se tromper, par conséquent, il faut également juger sur pièce. Il peut arriver que les experts se trompent, donc il faut toujours aussi essayer d'en revenir
aux informations de fond, indépendamment du statut. Les médias. Donc les médias ne sont pas toujours capables de repérer les experts compétents, et donc ça me semblait important de le souligner, parce qu'en fait, dans les médias, on entend beaucoup les experts s'exprimer, mais donc certains ne sont pas fiables en dépit du fait qu'on leur offre beaucoup la parole. Dans le champ d'esprit critique, vous trouverez des outils qui vous permettent de mieux vous situer par rapport à l'information. Par exemple, l'échelle de niveau de preuve hiérarchise plusieurs niveaux de preuve, on va dire, et donc du moins fiable au plus fiable. Donc vous avez la subjectivité, la rumeur, la sagesse populaire, le témoignage, la parole d'expert, voilà, on est là. Et de 1 à 5, le niveau de preuve reste faible. Ensuite, vous avez la publication de données originales, hein, donc les recherches scientifiques, la reproductibilité de l'étude, c'est-à-dire que c'est une étude dont on aura observé les mêmes résultats, mais plusieurs fois. Donc ça permet d'éviter le risque qu'on ait obtenu une première fois des résultats par hasard. La méta-analyse, ici, ça va consister à faire une étude à faire des statistiques sur toutes les études disponibles, à les examiner du point de vue de leur qualité méthodologique, pour voir ce qu'il en est et si elles vont toutes dans le même sens ou pas. Et enfin, donc, le consensus scientifique. Donc, vous voyez, on est ici et donc nous ne nous situons pas au plus haut niveau de preuve quand on est expert. Et attention, parce que toutes les méta-analyses, par exemple, ne se valent pas. Il y a des journaux scientifiques qui sont beaucoup plus stricts pour les critères de publication que d'autres. Et c'est pour ça que certains scientifiques ont mis en place, par exemple, des processus de méta-analyse. Le processus Cochrane permet, par exemple, de garantir un certain niveau de qualité dans l'analyse des autres études. Donc on a des tas de critères qui nous permettent finalement de jauger de la fiabilité d'une information qu'on nous donne, mais c'est uniquement en faisant confiance. C'est pas en ayant regardé sur même les données. Alors, exercer son esprit critique, c'est se doter de critères de tri qui permettent de savoir quand cesser de douter grâce à l'identification de sources fiables. Mais que fait-on quand on n'a pas soi-même la compétence de juger? Eh bien, à ce moment-là, il va s'agir de suivre les recommandations d'entités de confiance et d'accepter ses propres limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez fait toutes les recherches possibles sur les vaccins et que si vous doutez toujours, ça peut être intéressant de savoir ce que recommande la Haute Autorité de Santé et peut-être, en dépit de ces doutes, si la Haute Autorité de Santé recommande une vaccination, ça va être le fait de se vacciner qui est a priori la prise de risque la plus faible par rapport à votre santé. Dans le cas du complotisme, le problème c'est que la confiance n'est pas accordée aux instances officielles, donc aux scientifiques, aux médias, aux politiques, aux grands groupes industriels. Donc, ceux-ci sont suspectés de comploter de façon malveillante au service de leurs propres intérêts, au détriment des autres. On en vient à l'esprit critique. Donc, qu'est-ce que l'esprit critique? Le plus souvent, on pense en avoir, mais en réalité, on ne sait pas toujours ce à quoi ça correspond. Donc, très rapidement, on peut dire que c'est la capacité à faire du tri entre les bonnes et les mauvaises informations. Cette capacité s'appuie sur des savoirs, sur des connaissances métacognitives, c'est-à-dire des connaissances sur la connaissance, et sur des connaissances générales. Donc, connaissances de culture générale, rhétorique, épistémologie, des connaissances sur nos modes de fonctionnement. Et par exemple, on peut, pour développer ce type de connaissances, s'appuyer sur la psychologie scientifique, comme la psychologie sociale ou la psychologie cognitive. Le fait de mieux se connaître, ça permet de repérer nos points forts, mais également nos points faibles, les failles par lesquelles s'immiscent, on va dire, tous ceux qui tentent de nous convaincre d'une position ou d'une autre, sans que ces positions soient justes. Cette capacité à faire du tri s'appuie également sur le développement donc, de compétences, parce que savoir ne suffit pas, il faut également savoir faire. Et donc, prendre en compte l'ensemble de ces connaissances et être capable de hiérarchiser les différentes informations en termes de valeur et de les articuler aussi, voir comment, dans le cadre de nos raisonnements, elles s'articulent les unes par rapport aux autres et vérifier que ces articulations sont justes. Vous voyez, donc pour exercer correctement son esprit critique, il faut maîtriser un grand nombre d'éléments.
Et des fois, on a pu me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de plus important? Parce qu'il y a tellement de choses à développer. Et moi, ce que je réponds, c'est qu'en fait, le problème, c'est que tout est important. Si on prend par exemple le fait de douter. Douter, au départ, c'est une grande qualité. Le fait de remettre éventuellement en question certaines des choses auxquelles on croit pour aller les évaluer. Le problème, c'est que si l'on doute, mais que l'on ne doute pas, et de manière à pouvoir, au final tirer les bonnes conclusions, eh bien le doute nous aura conduit vers des positions fausses. Donc douter c'est bien, mais ça ne suffit pas, il faut également savoir comment douter. Et bon, certains vont dire, mais moi je n'ai pas besoin d'esprit critique, enfin peu importe si j'en ai, parce que moi je suis intelligent. Alors, très rapidement, l'intelligence, si on veut savoir ce que c'est, bon, la façon la plus fiable en psychologie de la mesurer, c'est via le QI. Il y a d'autres façons de la formaliser, mais ces autres façons ne sont pas justes. Bon, je ne peux pas rentrer dans le détail ici, mais voilà, le QI, c'est quelque chose de fiable. Plus globalement, elle correspond aux capacités d'adaptation de l'individu à une situation donnée. Et oui, être un peu plus intelligent, c'est utile pour développer son esprit critique parce que ça permet de bien saisir une information et ça offre une plus grande résistance à certains biais cognitifs qui impliquent des facultés logico-mathématiques. Mais donc le plus souvent, en fait, l'intelligence, on en a tous suffisamment. Et on ne manque pas d'intelligence, on va manquer d'esprit critique. Donc il n'y a pas les plus futés d'un côté, les imbéciles de l'autre. Le plus important, ça va être la méthode, la façon dont on élabore en fait nos connaissances. Donc ça pourrait être sympathique qu'on lève un peu le pied sur le jugement des uns et des autres en tant que personne pour se focaliser sur les argumentations de fond. Là, on va parler d'enjeux épistémiques, c'est-à-dire la volonté de savoir comment fonctionne le monde, et ainsi on pourra s'inscrire dans une perspective plus constructive. Avoir des connaissances, ça ne suffit pas. Je vais vous donner deux exemples. Bien, il y a un biais cognitif qui s'appelle le biais de confirmation d'hypothèse. Il consiste à ne retenir au sein d'une argumentation, de son argumentation, que ce qui confirme son hypothèse de départ. Donc en fait, on va aller vers les informations qui correspondent à notre représentation du monde, à nos connaissances initiales, on va aller vers ce qui nous plaît. Et donc ça peut biaiser totalement notre jugement, puisqu'en fait on n'aura pas tenu compte de l'intégralité du champ informationnel, et notamment de ce qui est incompatible avec notre représentation initiale. Le cherry picking, voilà, ça va consister à ne sélectionner que les données qui nous arrangent, après coup, en vue de la mise en évidence d'un rapport de causalité donné. Je peux donner un exemple. Bien, vous avez, il y a quelques années, un article qui est sorti dans les médias pour dire que le bio pouvait permettre de préserver contre le cancer. Sauf que c'était faux, c'était le seul article qui énonçait ça. Il y avait des biais méthodologiques et ça, mais on pourrait très bien supposer maintenant que des personnes qui vendent du bio aillent chercher spécifiquement cet article pour, je ne sais pas, l'afficher en devanture de leur magasin et pour dire, regardez, en fait, manger bio, c'est bien. Ça serait du cherry picking. En gros, c'est faire une recherche sur Internet, par exemple, avec déjà la conclusion dans la recherche. Et donc on va prendre uniquement ce qui va dans notre sens. S'inspirer de l'expérience de ceux qui ont réussi, ça n'est pas non plus une bonne idée. Ça n'est pas parce que Bill Gates vous dit comment il a fait pour parvenir à gagner de l'argent que si vous limitez, vous parviendrez au même résultat. Là, par exemple, encore un autre biais, ce qu'on appelle le biais du survivant. On va surévaluer les chances de succès d'une initiative en concentrant l'attention sur les sujets ayant réussi, mais qui ne sont que des exceptions statistiques, donc on va les appeler des survivants, plutôt que des cas représentatifs. Donc on va sous-estimer le rôle du hasard et des circonstances aléatoires qui, pour le coup, ont été favorables. Développer son esprit critique, au final, donc c'est utile. Ça vise à mieux hiérarchiser les informations dont nous disposons pour pouvoir prendre des décisions plus éclairées et donc, in fine, pour jouir d'une plus grande liberté.
Ça va être un bon outil pour le développement personnel. Attention, je rajoute valide, parce que la plupart de ce que l'on observe sur les réseaux sociaux ou même dans les médias, c'est ce que nous pourrons appeler du développement personnel bullshit, parce qu'en fait, ce qui est dit ne correspond pas à ce que nous permet de dire la psychologie scientifique. Donc nos décisions politiques, notre choix de santé, consommation éducative, professionnelle, etc. Donc globalement, nous serons mieux à même de faire face aux influences et nous pourrons mieux juger de tout ce qu'il y a dans notre environnement. Luttons contre l'obscurantisme. Là, c'est une demande forte de notre part, tout simplement parce qu'on pourrait se dire, par exemple, que les positions qui correspondent à des positions problématiques sont minoritaires. Du type, y a peu de gens qui pensent que la Terre est plate, donc on va penser que c'est aberrant d'adhérer à de telles positions, mais ils sont minoritaires. Le problème, c'est que quand les gens sont fortement convaincus de positions de ce type, ils vont souvent être des militants. Donc pendant que vous n'allez pas passer votre temps à convaincre tout le monde du fait que la Terre est ronde, eux, ils vont passer le leur à convaincre du fait que la Terre est plate. Et donc, la proportion de personnes qui vont petit à petit adhérer à ces positions-là peut s'étendre. Et il risque d'arriver un temps où, finalement, vous risquez au final de ne plus être majoritaire. Il y aura donc deux vérités parallèles qui s'affrontent en quelque sorte. Et c'est aussi ça le relativisme, c'est de considérer qu'il existe deux vérités. Et on ne sait pas trop laquelle est vraie, c'est peut-être au milieu la vérité aussi. Peut-être à moitié plate, à moitié ronde peut-être. Et ça, c'est une moisissure argumentative, c'est celle du juste milieu, où en fait on dit, il y en a qui disent ça, d'autres qui disent ça, donc il doit y avoir un peu des deux. Et ça peut être l'un des pièges de la pensée, parce qu'en fait, des fois non, la position juste, il peut arriver qu'elle se situe à l'un des deux extrêmes. Donc ça manque, et donc actuellement, on observe une envolée des fausses croyances délétères. Donc, alors qu'en fait, du point de vue de la science, quand on s'appuie sur les méthodes scientifiques disponibles, on est capable de juger de la qualité des croyances, en tout cas d'une grande partie des croyances, pour savoir si elles sont justes ou fausses. Donc toutes les croyances ne se valent pas, le relativisme n'a pas lieu d'être. Alors, comment concrètement développer son esprit critique? Donc, j'allais un peu vite, je suis désolée encore. Donc, de notre part, le problème, c'est que nous manquons de connaissances de fond, de connaissances métacognitives, en rhétorique, en épistémologie. On n'a pas une bonne connaissance non plus des facteurs d'influence susceptibles de nous déterminer ou de nous amener à être la cible de manipulation. Pas une bonne connaissance de soi en général. C'est pour ça que certains peuvent vous faire croire qu'ils sont capables de lire dans votre inconscient. Vous dites, peut-être, j'y connais rien, moi. Voilà. Et si vous saviez, vous verriez qu'en fait, il y a plein de choses que vous refuseriez catégoriquement. On n'a pas une bonne connaissance du fonctionnement de la science. Donc, quand des fois certains disent, regardez, je me suis fait vacciner et le lendemain, 2 jours après, j'ai fait un AVC, on pourrait être marqué par cette statistique-là. Alors qu'en fait, c'est quoi comme statistique? Il s'agit du témoignage d'une personne. Et si par exemple on compare les chiffres de tous les AVC l'année précédente et puis l'année en cours et ceux de l'année en cours, et qu'on voit qu'il n'y a pas d'augmentation après vaccination pour l'année en cours, on peut au contraire en déduire que malheureusement la personne qui a fait son AVC, elle l'aurait fait même sans avoir été vaccinée. Donc voilà, on ne peut pas établir quand on est tout seul, sur la base de son vécu, des rapports de causalité, en tout cas de ce type. Ici, l'exemple, c'est qu'un lien de temporalité, ce n'est pas nécessairement un lien de causalité. Oui. Comme 2 événements se suivent de façon très proche, on va avoir tendance à les associer causalement, mais pour autant, ils n'auront pas de lien effectif, pas de rapport de causalité. Et donc tout ça va avoir des conséquences, perte de temps, d'argent, de chance. Perte de chance parce que, par exemple, imaginez que vous n'alliez pas voir les personnes les plus compétentes alors que vous avez un cancer, lui, le cancer n'attend pas, il va continuer d'évoluer, et donc peut-être que vous aurez des chances de vous remettre qui seront amoindries. Donc des décès, et puis plus globalement, on nous amène à faire de mauvais choix. Mais tout ne repose pas sur nous et nos modalités de fonctionnement, sachant que nous avons de nombreux besoins
eh bien, il y a des gens qui sont là pour répondre à nos besoins et pour nous vendre des choses. Donc voilà, il va y avoir des gens qui sont là pour nous manipuler, qui poursuivent des intérêts financiers, qui recherchent à être populaires. Il peut y avoir une volonté de domination. Mais pas seulement non plus, il peut y avoir aussi des personnes qui vont nous induire en erreur, mais en toute bonne foi. Il s'agira d'erreurs de logique. Au final, donc, il va y avoir une surestimation de notre liberté de penser et de décider. On ne va pas avoir en tête toutes ces carences en fait, qui peuvent impacter notre jugement. Et quelles conséquences ça peut avoir, par exemple, quand on s'expose aux réseaux sociaux, où on se trouve exposé en fait, à plein d'informations. On est confronté à une liberté d'expression débridée, donc on est exposé à plein de fausses informations, et il y a un pourcentage de ces informations, malheureusement, qui nous influencent, parfois dans des champs cruciaux. Donc il faut être très vigilant, s'exposer à des informations sans avoir développé ses capacités de tri peut nous fragiliser, peut nous induire en erreur. Et voilà, et le fait qu'on se sente libre et qu'on surestime cette liberté, ça nous rend d'autant plus vulnérables. Il y a des traits de personnalité qui favorisent l'esprit critique, la curiosité, le goût de la vérité, l'humilité, le besoin de cognition, le faible besoin de clôture. Donc c'est chouette pour ceux qui ont déjà ces traits de personnalité. Pour ceux qui n'ont pas ces traits de personnalité, ce n'est pas grave parce qu'au final, ça peut aussi se développer. Exemple, si vous n'êtes pas particulièrement curieux, vous pouvez vous dire, bon bah, ok, j'entends que développer ma culture générale, ça peut me permettre de mieux savoir ce qu'il en est sur une question, j'en ai besoin, c'est utile, donc je vais m'engager dans cette démarche. Et pareil pour les autres traits. Quand on parle d'esprit critique, on entend souvent parler de zététique. Alors, qu'est-ce que c'est que la zététique? Très rapidement, donc, dans les années 70, Henri Brock donc, l'a défini, la zététique, comme une forme d'art du doute. Elle a pour objectif de diffuser l'esprit critique, de promouvoir la science, de lutter contre les fausses croyances délétères et contre les dérives thérapeutiques ou sectaires. Exemple de fausses croyances délétères, eh bien, le fait d'avoir une mauvaise connaissance de soi au final, donc développement personnel, féminin sacré, astrologie, psychanalyse, etc. Le complotisme aussi qui s'appuie sur de fausses croyances. Et donc, exemple de dérives thérapeutiques ou sectaires, eh bien, vous avez des dérives thérapeutiques qui vont amener parfois jusqu'à abandonner la médecine conventionnelle. On peut aller aussi vers l'ésotérisme, ce genre de choses. Et pour les dérives sectaires, vous avez l'exemple de l'anthroposophie. Et donc, par exemple, si vous ne savez pas que lorsque vous consommez du vin biodynamique, vous donnez de l'argent à l'anthroposophie, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à toutes ces histoires-là. Grosso modo, l'anthroposophie pense que le diable régit le monde. Et par exemple, si vous avez un cancer, ils vont vous proposer de consommer des potions à base de ghee, parce que le ghee, ce serait la seule chose que le diable craint vraiment. Et à ce sujet, pour approfondir, on a un super bouquin qui vient de sortir de Margot Bonnet, Naturopathie d'imposture scientifique, qui a fait un peu le tour de ce genre de choses, où il y a le témoignage aussi de personnes, de familles de personnes qui sont décédées suite à des abandons de soins. Alors, pourquoi faut-il surtout se méfier de soi-même, on va voir les pièges qui nous guettent? Eh bien parce que donc, les ressorts de la manipulation tiennent à la modalité de fonctionnement. Il y a par exemple les heuristiques de jugement. Alors je n'aurai pas le temps de détailler, mais ce qu'on appelle la preuve sociale, le fait de penser que ce qui est vrai, c'est ce que les autres semblent tenir pour vrai. Le biais de confirmation d'hypothèses, j'en ai déjà parlé. La pensée fallacieuse, en fait, là, il s'agit d'être exposé à des argumentations qui sont fausses et qui pourtant nous paraissent logiques. Il y en a de deux types. Les sophismes se rapportent à une intentionnalité de manipulation. Les paralogismes, c'est quand en fait les argumentations qui vous sont proposées font juste l'objet d'erreurs, mais qu'il n'y a pas d'intention derrière. L'illusion de savoir, la surconfiance, un manque d'humilité. L'humilité, on peut la définir comme la capacité à remettre en question ce que l'on sait. Ça, c'est pour l'humilité épistémique. La peur de fauter. En fait, on a du mal parfois à dire que l'on s'est trompé. Et du coup,
on a caché ses erreurs, alors qu'en fait, on ne devrait pas le faire. On devrait dire quand on s'est trompé pour que les autres puissent corriger également. Ça serait tellement, tellement bien. L'évitement ou la réduction de la dissonance cognitive, donc là, comme on ne va pas aimer être confronté à des informations contradictoires, on va éviter des fois de s'exposer à ces informations. L'escalade d'engagement, en général, quand on a fait quelque chose, on a posé un acte dans une direction donnée, on va avoir tendance à en poser d'autres qui vont dans la même direction, et puis d'autres à prendre d'autres décisions, même si on se rend compte, ou pas d'ailleurs, que certaines de ces décisions sont irrationnelles. En fait, on est juste pris dans un cours d'action. Et donc ça aussi, ça peut nous amener un peu à faire n'importe quoi. Science des enjeux identitaires, là, le fait de... quand on échange, par exemple, d'être par exemple confronté à une personne qui ne fait pas partie de son groupe, ça va venir fausser notre traitement de l'information. Si quand la personne qui est en face s'exprime, on a peur que les positions qu'on défend soient menacées, on peut se fermer à l'argumentation sans même en avoir conscience et du coup ne plus traiter correctement l'information sur le fond. Et pareillement en face. L'idéal, quand on échange pour bien communiquer, ce serait d'abaisser au maximum la science des enjeux identitaires. Pourquoi? Parce qu'au niveau de nos ressources attentionnelles, il y a une interdépendance avec cette attention que l'on porte à ce qui relève de notre image, notre identité, nos appartenances groupales, et l'attention qui reste disponible et que l'on peut consacrer au traitement du fond de l'information. Donc plus on a de l'attention pour l'un, moins on en a pour l'autre, et inversement. Donc les autres ne sont donc pas les seuls responsables de ce qu'il advient, de ce que nous pensons. Pour ce qui est des sources de diffusion des croyances, il y en a plein, donc les médias, les réseaux sociaux, il y a des fake news de partout, le milieu éducatif est insuffisamment formé, et au niveau psychologique aussi, il y a des caractéristiques qui vont faire qu'on va encore se faire prendre. Donc par exemple un filtre par les pairs, exposition sélective à l'information, attrait pour des contenus à forte charge émotionnelle, survalorisation de nos croyances et opinions, paresse intellectuelle, propension à croire. Et puis bon, il y a l'impact de multiples variables étudiées dans le champ de la psychologie sociale. Donc voilà, plutôt que de juger tout le temps les uns et les autres, etc., essayons peut-être d'être davantage bienveillants, de moins juger les autres, et de comprendre davantage. Donc, pour mieux communiquer, il y a des façons de faire qui peuvent permettre à la fois d'énoncer quelles sont, selon nous, les positions les plus justes sur le fond, mais aussi de respecter son interlocuteur. La bienveillance, ça va être ça. La bienveillance, ce n'est pas de se taire pour ne pas brusquer l'autre. Ça va être à la fois d'offrir à penser les contenus les meilleurs, donc d'oser les dire, mais de le faire de façon suffisamment délicate pour être capable de rester en communication, de s'entendre et d'avancer ensemble de façon constructive. Donc on va passer sur la question des fausses croyances complotistes, parce que donc, le complotisme se nourrit de fausses croyances. La définition du complotisme... Le complotisme désigne la tendance à croire qu'il existe des complots cachés, organisés par des élites ou des minorités malveillantes, qui permettent d'expliquer par des faits d'importance majeure, politiques, sociaux, économiques, etc., des théories du complot sont élaborées pour rendre compte de ces complots. Mais elles sont caractérisées par l'absence de preuves pour attester de ce qu'elles avancent et par l'existence, à chaque fois, d'une version officielle concomitante qu'elles refusent d'admettre. C'est une phrase un peu longue, mais c'est une définition un peu officielle qui fait consensus maintenant dans le milieu qui étudie le complotisme. Vous avez le bac. Donc, le complotisme, quand on parle de complotiste, il est souvent caractérisé par le fait d'adhérer à de multiples complots. Mais après, j'ai envie de dire que sans être complotiste, on est tous susceptibles parfois d'adhérer à une fausse croyance complotiste et sans nécessairement le savoir. Donc là encore, il y a plein de ressorts différents. Donc les pièges constitutifs d'une ère du numérique, l'attrait narratif des théories du complot, des biais cognitifs spécifiques, une dimension irrationnelle, des variables psychologiques, un sentiment d'anomie. Alors le sentiment d'anomie, c'est un sentiment de déstructuration sociale. L'anomie réelle, dans le sens aussi, alors ça c'est pas du coup un facteur psychologique, mais l'anomie c'est-à-dire le fait que oui, la société, il y a des choses qui n'aillent vraiment pas,
que ce soit au niveau des institutions, des politiques, etc. Des traits de personnalité, il peut y avoir aussi notre santé psychique et psychopathologique. Il y a un enjeu crucial, comment faire société quand on est dans des logiques différentes? Et le problème, c'est que la pensée complotiste ne se nourrit pas des mêmes prémices de raisonnement, des mêmes bases pour raisonner, que la pensée scientifique. Donc par exemple, les théories complotistes offrent souvent une simplicité apparente, qui est séduisante, mais du point de vue de leur fondement, elles mobilisent de nombreuses prémices invalides ou qui ne reposent que sur une suspicion. Par exemple encore, le complotisme va s'appuyer sur une représentation erronée des concepts et des méthodes scientifiques. Et nous allions choisir un petit exemple avec le concept de théorie qui n'est pas maîtrisé. Les théories, quand on dit c'est une théorie, à votre avis, levez la main peut-être pour dire si selon vous ça veut dire que c'est fiable ou c'est pas fiable? Est-ce que c'est fiable? Qui pense que c'est fiable? Est-ce qu'une théorie c'est fiable? Et qui pense que ce n'est pas fiable une théorie? Qui pense que c'est pas fiable une théorie? Donc là on voit vraiment une majorité de mains levées à l'œil, à la louche, qui pense que c'est pas fiable une théorie. C'est juste une théorie. Et bien en fait ça dépend. Il y a des théories fiables et il y a des théories qui ne le sont pas. Donc on peut évaluer une théorie sur la base de critères scientifiques, alors d'ailleurs pas toutes, mais on peut en tout cas essayer de classer les théories et pour savoir où elles se situent chacune. Donc il y a des théories qui ne sont pas encore évaluées, il y a des théories qui ne sont pas évaluables, et celles qui peuvent être évaluées et qui l'ont été, eh bien on peut les situer sur une échelle avec d'un côté les théories non valides et de l'autre côté des théories valides. Et par exemple, du coup, la théorie du réchauffement climatique, ça s'appelle théorie, mais tout simplement parce qu'elle articule des variables. Mais pour autant, elle est valide. Ce n'est pas une théorie parmi d'autres. Donc son statut est... Enfin, c'est un statut... elle va du côté du savoir. Confirmé par beaucoup de données. Voilà. Alors là, on va aller très très vite. Donc, alors, quels réflexes pouvons-nous développer pour se prémunir contre le complotisme? Donc, évaluer correctement l'information. Je vais donner, je sais pas, doute avec méthode. On voit à notre petit livre qu'on a écrit, parce qu'on a détaillé très longuement chacun de ces points. Et donc, on va vous faire un petit aperçu, on va dire, de quelques méthodes qu'on peut faire. Donc, pour avoir le temps de terminer. Douter avec, je vais faire ça, mais de façon rapide. Douter avec méthode, questionner les fondements, rechercher les informations pertinentes, vérifier les sources, situer le produit du recueil dans son contexte et procéder à du lateral reading, hiérarchiser les informations sur la base de leur degré de validité, ne pas sélectionner les faits, donc il ne faut pas ignorer les faits qui ne nous arrangent pas, etc. Investiguer à charge et à décharge. On ne va pas alimenter que sa théorie préférée sans jamais la confronter. Évaluer la valeur des indices recueillis. Laisser le temps au temps. Donc ça signifie à la fois qu'il faut prendre le temps dont on a besoin, le temps qui est nécessaire pour recueillir les informations. Mais il faut également essayer de différer son jugement. C'est-à-dire qu'on ne juge pas tout de suite, on prend vraiment le temps. Se méfier de soi-même. Donc attention aux arguments d'ordre subjectif. Ne pas surestimer sa capacité à s'approprier l'information, être attentif aux biais cognitifs, identifier les raccourcis empruntés, attention donc à l'illusion de savoir, à la paresse intellectuelle. Alors, besoin de contrôle, donc des fois quand on a besoin de savoir tout de suite, de contrôler les choses, on risque de choisir d'adopter des positions qui sont en apparence rassurantes, mais fausses. Se méfier aussi de nos préférences, il ne faut pas aller chercher ce qui va dans le sens de ce qu'on veut, ce qu'on appellerait le raisonnement motivé. Donc, et attention aux biais spécifiques qui alimentent la pensée conspirationniste. Le typique du raisonnement motivé, c'est quand on a la conclusion au départ et qu'on va chercher à l'alimenter. On va dire, je pense que ça, je vais faire tout pour mettre tout ensemble pour que ça marche. Attention aussi parce que ce qui nous paraît logique n'est pas toujours juste. Donc je vous ai parlé de la pensée fallacieuse tout à l'heure avec les sophismes et paralogismes. Attention aussi au raisonnement simpliste. Parce que les raisonnements simplistes, en fait, on va dire « Ah bah oui, c'est ça », et puis on n'a pas besoin de chercher davantage, et puis ça peut être satisfaisant. Enquêter implique tout d'abord de réunir des preuves,
Ne pas accuser non plus les minorités ou autorités extérieures d'être la cause unique d'un problème. Il faut essayer de remettre tout ce que l'on a sous la main de le restituer dans sa complexité. À quelles autorités se fier? Eh bien, il faut se fier à des autorités compétentes dans leur domaine. Ne pas confondre compétence et popularité. Ne pas suivre aveuglément les leaders, faire attention à ça. Éviter tout dogmatisme, car aucune entité n'est à l'abri de l'erreur. Donc, pas d'idole, mais pas de scientisme non plus. Savoir cesser de douter quand il le faut et repérer sur la base de critères objectifs les instances compétentes auxquelles accorder sa confiance. Donc, est-ce qu'on nous ment? Oui. Oui, on nous ment, des fois, oui, on nous ment. Mais le problème, c'est que pour être capable de repérer les véritables complots, les véritables manipulations, eh ben, il faut connaître les ressorts de la manipulation. Donc, voilà, par exemple, se méfier des premiers pas qu'on franchit, qu'on nous amène à franchir. Donc, je pense que il y a aussi ça, mais il y a l'ouvrage de Robert Vincent Joule et Jean-Laurent Beauvois, Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Ouais, je crois qu'on l'a mis en photo. Comment? C'est préfacé par Otaillot? Non, pas par Otaillot. Ça, c'est pas. Je vous rassure. Oui. Se méfier de ceux qui prétendent répondre à nos besoins ou qui évoquent des narratifs qui nous séduisent ou nous émeuvent, de ceux qui utilisent nos automatismes ou nos failles pour nous convaincre, se méfier de l'instrumentalisation de nos doutes et de nos amorces de pensée complotiste, questionner aussi nos ancrages, toute notre histoire, qui nous sommes, nos appartenances groupales. Donc il faut se questionner sur les raisons qui motivent une expression ou un échange. Est-ce que nous sommes vraiment animés par un désir de vérité? Sommes-nous pris dans des logiques identitaires? S'ouvrir au point de vue contradictoire. Et il faut se méfier des complots, des complotistes. Donc certains, effectivement, sont prêts à mentir, même pour de petits profits. Il y a des groupes extrémistes qui sont prêts à instrumentaliser les thèses conspirationnistes pour augmenter leur audience ou les aligner avec leurs objectifs idéologiques. Des acteurs individuels ou collectifs motivés par la rentabilité financière peuvent aussi promouvoir des thèses complotistes. Et dans le cadre de la guerre de l'information, les États sont amenés à instrumentaliser la désinformation pour influencer l'opinion internationale, développant parfois des théories complotistes en ce sens. Il faut avoir du courage de produire des efforts, parce que du coup ça implique plein de choses, d'abandonner ses positions non valides, même si ça fait mal, parce que oui, il y a des choses auxquelles on tient. Avoir le courage de blesser les autres en osant communiquer dans son intérêt, dans l'intérêt des autres, le désaccord avec les positions de fond. Et je change de micro, c'est ça? Ok. Ça fait peur. J'espère que je ne vous ai pas fait trop peur. Désolée, sinon. Ouais. Donc en même temps, c'est bientôt Halloween. Je pense que je suis déjà dans la note avec ma coupe de jeu. Donc de ne pas sacrifier, avoir ce courage de ne pas sacrifier la recherche de vérité à l'enthousiasme éprouvé lors du partage de positions communes avec les autres, proches ou moins proches. Et bien oui, parce qu'en fait, quand on est proche des gens et qu'on a des relations avec eux, si jamais, par exemple, ce sont des réseaux de personnes qui sont toutes versées dans la pensée complotiste, qu'est-ce qui se passe si soi-même on se rend compte du fait que la position est fausse? Ça peut impliquer le fait de distendre la relation, peut-être de se séparer au niveau affectif de ces personnes. Et du coup, c'est pas simple quand vous allez face à vous une personne et que vous lui dites « Regarde, t'as tort sur ces points-là ». Elle va pas juste dire « Ben oui », parce que tout ne se situe pas qu'au niveau cognitif, qu'au niveau de l'argumentation. Les gens sont aussi pris dans des relations, enfin il y a beaucoup d'engagement derrière, il y a beaucoup d'affect, et ça peut être très compliqué. Bon, désolé, on change de place, on switch. Alors, pour conclure un petit peu, je propose un petit propos, un exemple d'adhésion de fausses croyances par l'un des meilleurs d'entre nous, pour lequel j'ai un grand respect, parce que son action est quand même exemplaire, Edgar Morin. Et petit rappel introductif, les complotistes ne sont pas des imbéciles, et adhérer à une fausse croyance complotiste ne fait pas de nous un complotiste. Il faut éviter de mettre des cases sur les gens. En fait, on peut atterrer, penser mal à un moment donné, et se corriger derrière, ou s'enfoncer, mais on n'est pas nécessairement un complotiste sur tout, parce qu'il y a peut-être d'autres sujets qu'on va maîtriser mieux. Les théories du complot sont parfois très élaborées, et elles ne sont pas toujours irrationnelles.
Elles peuvent être totalement irrationnelles, mais parfois elles sont très élaborées, elles s'appuient sur beaucoup de données scientifiques, mal agencées, mal comprises, mal structurées. Et un haut niveau d'éducation n'immunise pas contre les fausses croyances. Et donc, un jour, Edgar Morin, sur les réseaux sociaux, s'est exprimé, il a dit « Je m'intéresse aux idées et propositions non conformes, non qu'elles soient nécessairement vraies, mais parce qu'elles peuvent porter en elles une découverte ou une vérité. » Ça, c'est une phrase qui appelle à la curiosité, qui représente un besoin de donner du sens, en fait, au monde qui nous entoure, d'essayer de comprendre, de l'expliquer. Et il l'a dit à un moment un peu particulier, si vous voyez la date, on est en pleine crise Covid. On est au début de la crise Covid, le 16 avril 2020. Et il va avoir différentes motivations qui vont l'amener à exprimer, à un moment donné, à un temps donné, des choses qui, je pense, vont vous faire réagir. Ici, il y a un leader complotiste qui s'appelle Idriss Aberkan, qui est connu pour lancer beaucoup de désinformations, y compris actuellement son petit dada récent, c'était de jouer sur le sexe de Brigitte Macron. Donc on est sur des gens comme ça, très sympathiques. Et Edgar Morin va lui dire « J'ai apprécié ton intervention sur Raoult, le 26 mars 2020. » Son intervention, ça consistait en raconter une histoire qui donnait du sens à la pandémie, qui donnait beaucoup de sens à beaucoup de choses, simples, efficaces, pour une situation très compliquée, qu'on n'arrivait pas tous à maîtriser, où il y avait une incertitude, une peur, une crainte généralisée. Donc finalement, ce qui peut amener à avoir une pensée complotiste à un moment donné, c'est d'avoir un besoin de donner du sens aux grands événements qui nous tombent dessus. Il a ensuite dit que les précurseurs ont d'abord toujours tort. Les hautes autorités répugnent à la découverte contraire aux théories établies. Pasteur, Darwin, Watson et Crick, ceux qui ont découvert l'ADN. Montagnier, alors on oublie toujours, il y avait une femme aussi, découvert ont connu le refus. Aujourd'hui, le docteur Raoult. Et donc là, on voit clairement que c'est un raisonnement qui est motivé. Il part du principe que Didier Raoult doit avoir raison. Donc même si tout le monde à ce moment-là dit qu'il y a un problème avec ses publications, qu'il y a peut-être une fraude, qu'il y a peut-être des trucages, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'il fait, surtout qu'il y a trop peu de patients dans la cohorte qu'il a utilisée à ce moment-là, du coup, lui, il dit, même si tout le monde a tort, en fait, il doit avoir raison. Et donc, il part de sa conclusion, Raoult a raison, et il va essayer de motiver pourquoi il se passe ce qui se passe autour de lui. Ici, on a en plus un cas typique d'un syndrome de Galilée. C'est en fait avoir raison seul envers et contre tous. C'est quelque chose, c'est un narratif qui plaît énormément. C'est quelque chose qui attire. Et on a nommé ça le syndrome de Galilée quand on est convaincu que quelqu'un a raison juste parce que tout le monde dit qu'il a tort. Voilà. Il y a ensuite une autre phrase qui est assez intéressante. Alors là, c'est un peu long, je ne vais pas détailler, mais en gros, il s'appuie sur deux professeurs d'origine chinoise, Wenzhong Liu et Yualan Li. Yualan Li qui a été identifié comme faisant énormément de désinformation au début de la pandémie, et qui dit que le coronavirus, contrairement à ce que tout le monde pense, s'attaquerait à la partie, non pas au poumon, mais au système sanguin. Donc en fait c'est un peu original, c'est une thèse qui est pas du tout ce qu'on sait des maladies infectieuses, des pathologies respiratoires. Et ça ignore en fait un nombre de marqueurs qu'on avait déjà, on savait comment ça se passait, on sait qu'une infection respiratoire en fait, c'est une infection des voies respiratoires et c'est surtout ça qui cause nos symptômes. Et là il y a quelqu'un qui donne une espèce d'explication alternative qui ignore toutes les données de la science actuelle. Et donc c'est une joie de partager une information nouvelle, peut-être pas encore répandue, mais c'est peut-être aussi l'imprudence de diffuser une information fausse sur un sujet où on n'a pas vraiment les compétences pour savoir qui dit vrai et qui dit faux. Et une dernière expression qu'il a eue à cette période-là, c'est « D'ailleurs, nous verrons bien si la chloroquine, le bleu de méthylène sont efficaces. De même, on pourra estimer la plausibilité de la thèse Montagnier sans avoir à discréditer a priori sa personne. » Alors je rappelle, Montagnier pensait que le virus SARS-CoV-2 était fabriqué et contenait des séquences du sida en utilisant mal des outils de biologie moléculaire où on compare des séquences et où en fait on retrouve effectivement le sida qui a une petite séquence très courte commune avec le SARS-CoV-2, mais il est en position 570 à peu près, et en fait la séquence est tellement courte
qu'il y a à peu près tout et n'importe quoi qui a la même séquence dans son génome. Donc on avait des bactéries, on avait des organismes supérieurs, on avait des animaux, etc. qui avaient ce petit bout de séquence, parce qu'il était trop court en fait, il n'était pas assez spécifique. Et donc, du coup, il va dire, de même, on pourrait estimer la probabilité des homogénéités, pardon. Une fois encore, le non conforme à la doxa est rejeté par attaque ad hominem. Et là, vous voyez qu'il y a un mot essentiel, le mot doxa. On voit ici qu'il a une sorte de sensation que l'État, ce qui a au-dessus de nous, nous impose son discours sans argument. Alors qu'en fait, il y a des arguments scientifiques, il y a des choses qu'on peut montrer. Mais il a une sorte de sentiment de déstructuration sociale. On n'est plus du tout dans l'argumentaire, on a l'impression que l'État est totalitaire et nous impose une doxa. Et donc, autre petit aspect assez intéressant, il faut connaître les ressorts de la manipulation. C'est quelque chose qui est très important pour aller déjouer, évidemment, pour ne pas tomber dans les pièges. L'esprit critique est un outil important, mais comprendre aussi comment on manipule, c'est important. Et nous nous influençons tous les uns les autres au quotidien. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un tu peux me chercher le pain, et puis juste après, ah au fait j'ai une petite liste de courses, tu peux prendre ça au passage, une fois qu'il s'est déjà engagé, bah, c'est une forme de manipulation en fait. On en fait au quotidien tout le temps. Et ça s'appelle le pied dans la porte. Et donc pour avoir une connaissance un peu plus détaillée de l'ensemble de ces petites manipulations du quotidien qui existent, il y a un excellent livre de Robert Vincent Joule, Jean-Léon Beauvois, Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et étudier ces mécanismes, ça ne veut pas dire promouvoir une manipulation malveillante. Ça permet aussi de comprendre comment ces manipulations ont lieu, comment s'influencent les uns les autres. Ça permet aussi de les utiliser de manière éthique, d'utiliser l'influence sociale pour permettre d'avoir des comportements positifs, des comportements utiles pour la planète, par exemple. C'est aussi un moyen de les connaître, c'est un moyen de se défendre contre les influences malveillantes. Et enfin, ça permet d'être plus efficace dans les interventions qu'on va faire. Par exemple, dans le cadre de la prévention contre le tabac à l'école, très longtemps, on n'a pas évalué l'efficacité d'interventions qui étaient faites, où quelqu'un venait à l'école et disait « Regardez, il ne faut pas fumer, etc. » Il expliquait aux jeunes. Et en réalité, une fois qu'on s'est mis à évaluer, on s'est rendu compte que c'était très peu efficace, parce que ça ne faisait pas du tout appel à des techniques d'influence sociale et d'engagement. Or, on peut être beaucoup plus efficace aujourd'hui en faisant appel à différentes techniques. Une des techniques qui est couramment utilisée s'appelle le nudge. Le nudge, c'est un petit exemple de technique où on va coller sur une cuvette de toilette un petit logo où il y a écrit « La nature commence ici ». Vous voyez le petit dessin avec un truc naturel, etc. Ça permet de vous rappeler, quand vous jetez n'importe quoi dans les toilettes, qu'en fait, tout ça, ça finit dans la nature. Et donc du coup, ce petit nudge, cette petite influence légère, qui consiste juste à mettre un dessin sur une cuvette de toilette, bah, ça permet d'avoir des gestes positifs pour l'environnement. Ça permet d'être assez efficace pour réduire l'impact environnemental qu'on a, nous les hommes. Par contre, sur la base de ces connaissances théoriques et de la science qui étudie l'influence de la manipulation, on va se retrouver parfois à avoir une sorte de fascination pour l'idée qu'il y a un État totalitaire qui est capable de totalement nous manipuler, nous contrôler. Ça se voit totalement dans la culture populaire, où il y a un film un peu ancien maintenant, il est daté, mais il y a eu un remake en 2004, je crois que c'est 1962 si je me souviens bien, avec Fonda, avec Sinatra, Frank Sinatra. The Manchurian Candidate. Donc c'est un film qui explique comment les... Non, c'est plus bien. Ça c'est pas le même. Je te rassure. C'est en fait un film qui raconte l'histoire d'un soldat qui est programmé à l'avance pour tuer en voyant la carte, la dame de carreau. Donc évidemment, ce genre de fiction, c'est très attrayant au niveau culture, pop culture, etc. Mais c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que ce qu'on est capable de faire en termes d'influence. Ça relève plus du fantasme, parfois un petit peu complotiste, de s'imaginer que l'État est capable de totalement nous contrôler. Et effectivement, les gouvernements ont parfois des dérives presque complotistes. Et c'est arrivé dans le cadre d'un projet réel de la CIA, qui s'appelle le projet MK Ultra, sur lequel il y a aussi des films qui existent. Donc, on peut regarder un petit film pour pas devoir étudier tous les documents, parce que le rapport du Sénat, il fait quand même 600 pages, un peu long. Mais en gros, dans ce cas-là aussi, on a utilisé des drogues sur des personnes pour essayer soit de leur faire dire la vérité, soit de leur faire adopter certains comportements, de les manipuler. Et malheureusement, ce programme s'appuie un petit peu sur ces fantasmes, cette idée qu'on peut totalement contrôler les gens, etc. Le programme n'a évidemment pas donné les résultats attendus, mais a causé de nombreux torts
de santé aux personnes qui ont subi ce programme, aux cobayes. Et ces cobayes ont porté plainte, et c'est pour ça que les documents sont aujourd'hui publics, parce qu'aux États-Unis, on a le Freedom of Information Act, on rend public tous les documents lorsqu'il y a des plaintes juridiques. Et donc, les techniques d'influence sociale sont parfois utilisées et étudiées par des cabinets conseils. C'est les grands cabinets qui donnent des conseils aux gouvernants pour savoir comment on fait au mieux pour gérer une situation de crise, par exemple. Et c'est le cas du cabinet McKinsey, qui est un cabinet sur lequel il y a eu même des reportages qui montraient qu'une firme au cœur du pouvoir, parce qu'il y a eu des histoires de... Ils ont été payés très cher pour leurs conseils qu'ils ont donnés au gouvernement au moment de la crise Covid. Mais ce n'est pas le seul cabinet conseil, en fait, à utiliser le nudge. Le nudge, c'est quelque chose qui est utilisé par énormément d'acteurs, par un grand nombre de personnes. Et donc, certains pourront peut-être vous annoncer, en fait, le nudge, je vous le dis, c'est un outil de contrôle des masses par une autorité malveillante. Il y a le gouvernement qui essaie de vous contrôler par le nudge et ils essaient de vous faire une totalitaire, parce qu'on est dans un système totalitaire actuellement. Et pour déconstruire un petit peu ces théories-là, on peut se dire premièrement que de nombreux acteurs utilisent ou recommandent le nudge, pas seulement le cabinet McKinsey qu'on va mettre en avant, par exemple. Se priver des outils les plus efficaces, ce serait absurde, par exemple dans la prévention contre le tabac. Il leur rend pas une utilisation malveillante. Et c'est une logique absurde en soi parce qu'on va supposer un complot malveillant au départ, puis dire regardez, le cabinet McKinsey en plus qui est mêlé à ça, ça prouve que c'est malveillant, et puis ensuite repartir à dire que c'est malveillant. Donc c'est un raisonnement un peu circulaire. Voilà, désolé, on a débordé un petit peu, mais on va conclure en remerciant grandement Edgar Morin de parrainer cet événement et d'être comme il est, un homme comme les autres, cultivé, intelligent, qui a une histoire vraiment magnifique, mais qui n'est pas imperméable à la complotisme, comme on dit. Que son exemple nous aide à mieux nous préserver de nos propres pensées fallacieuses, parce que ça peut arriver de tomber dedans. Et donc une petite citation, la pensée complexe, c'est commencer par exercer son esprit critique au quotidien, afin de mettre celui-ci au cœur du lien entre la science et la philosophie. Deux petites citations en plus, PS. Quand un texte est écrit à côté d'une photo, il ne s'agit pas toujours des propos de cette personne. Et c'est pas parce que la personne n'a pas tenu ses propos qu'ils sont nécessairement faux. Oui, j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi vous avez, dans la rubrique fausses croyances délétères, vous avez mis la psychanalyse. Alors ça m'a, je dis surprise, mais peut-être je n'ai pas bien compris. Surprise, voire choquée, j'ai trouvé. Oui, quand on aborde le champ des fausses croyances, c'est certain que c'est compliqué de n'en mentionner aucune avant d'avoir parlé de chacune. En ce qui concerne la psychanalyse, moi ce que je vous propose, si vous êtes surpris, c'est d'aller voir quelles sont les informations disponibles, parce que oui, la psychanalyse en fait est une pseudo-science. Actuellement, on se bat à l'université pour qu'elle sorte de l'université, tout comme les médecins se sont battus pour faire sortir l'homéopathie des amphis universitaires. Donc, je peux vous donner des ressources et après vous pourrez faire votre jugement vous-même. Vous pouvez par exemple lire Jacques Van Rieler, Freud et Lacan des charlatans. Vous pouvez voir aussi Franck Ramu, un article en ligne qui est très facilement accessible. Connaissez-vous Françoise Dolto? Donc la psychanalyse, je peux vous donner juste un exemple. Le complexe d'Oedipe, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent et pensent qu'il est peut-être vrai, sauf qu'on ne sait pas de quelle manière il est né. Freud recevait des patientes en consultation et beaucoup rapportaient avoir été victimes d'inceste de la part d'un père, d'un cousin, enfin de proches, d'hommes. Et Freud s'est dit, tiens, ça fait beaucoup ça. Et il a eu cette idée-là de dire que ce qu'elles évoquaient ne correspondait pas à la réalité, mais correspondait à une réalité fantasmée. Et donc, il a eu cette idée de mettre le nom de complexe d'Oedipe sur ces témoignages. Voilà. Donc, vous voyez, là, dans cette configuration-là, on va dire, mais la psychanalyse, c'est ça? Oui, la psychanalyse, c'est ça. Ce sont des personnes qui ont pensé, souvent de façon subjective, ou en se basant sur quelques cas d'études, pour après conceptualiser des choses qui, en fait, ensuite, quand on les a étudiées plus tard, se sont avérées fausses.
Il y a par exemple aussi dans le cas du TSA, hein, du trouble du spectre autistique, des autistes, on a été dire que c'était le fait de mer froide, alors que par exemple maintenant la science, on montre très bien que ça relève au contraire d'un problème au niveau de la génétique. Et donc la psychanalyse, oui, ça pose vraiment souci, et c'est une idéologie qui est en plus patriarcale, misogyne, homophobe, transphobe. Donc regardez, la femme c'est toujours de sa faute. Mais n'hésitez pas à vous renseigner. Mais par contre, là où je suis absolument désolée, c'est que je suppose, au vu de la façon dont elle a été portée dans les médias et au vu du fait qu'on ne sache pas exactement quels sont ses fondements, je pense que parmi vous, il y a des personnes qui vont être extrêmement troublées parce que ce sont des personnes qui peut-être y ont fait appel. Voilà. Mais je ne vous demande absolument pas de me croire sur parole. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à aller voir par vous-même, et peut-être que vous changerez d'avis si jamais vous y tenez, vous y adhérez. Alors, les scientifiques qui disent je sais pas si... Attends, il y avait... Oui. Il m'apparaît que vous faites un glissement, parce que de la science, on pourrait dire la même chose. Par exemple, je pense à une chose, la psychiatrie. Est-ce que vous considérez que la psychiatrie, qui vient de la médecine, est une science, elle? Attendez, je vous dis pourquoi. Parce que moi, j'ai lu des textes du 19e siècle où on entend un malade et un psychiatre parler, et de nos jours, quand on relit le truc, on a l'impression que c'est le psychiatre qui est bargeant, et que le patient est en train de dire une chose très simple que l'autre ne veut pas entendre. Donc, quand vous faites ça, la psychanalyse, en partie, vous avez certainement raison, mais on peut le dire de beaucoup de sciences et de beaucoup de théories. Et donc pourquoi, tout d'un coup, ça devient un peu violent, cette manière, ce glissement, je trouve, personnellement. Bien que je ne sois pas une adepte farouche de la psychanalyse. Vous avez raison sur un point, c'est que partout où il y a des dysfonctionnements, il faut le dénoncer. Il n'y a pas de focalisation sur la psychanalyse. Il y avait un petit mot dans notre présentation, psychanalyse, donc c'est parce qu'on nous a posé la question, mais il y en avait d'autres encore, et il pourrait y en avoir plein d'autres. Mais partout où il y a des choses à revoir, et il faut le dénoncer. Par exemple, on a évoqué aussi le fait qu'il pouvait y avoir des fois certaines méta-analyses qui n'étaient pas valides. Dans le champ de la science, des fois, il y a des chercheurs qui trichent. Et puis, voilà. Donc, en fait, c'est pas la psychanalyse en particulier, c'est la psychanalyse, ainsi que tout ce qui peut poser souci. Et dans la psychiatrie, il peut y avoir aussi des soucis. Voilà. Ça ne sort pas du champ de la science. Mais alors, en fait, parce que ce qu'on appelle la science, c'est pas que juste la science. Parce que une personne qui était derrière disait, mais il y a des journaux dans le champ de la psychanalyse, il y a des chercheurs, etc. Oui, mais indépendamment du fait justement d'avoir ce statut de chercheur, de développer des méthodologies, on peut aussi quand même revenir sur ces méthodologies pour justement savoir, par exemple, est-ce que le fait de faire une étude de cas, de partir comme ça en prenant une personne pour faire des suppositions, est-ce que c'est solide? Est-ce que on accorde de la fiabilité à cette façon de procéder et de produire de la science, hein. Donc là, ça touche à l'épistémologie ou pas. Et donc, ce qui est contesté dans la psychanalyse, c'est aussi justement cette façon dont les chercheurs dans le champ de la psychanalyse, dans le champ de la psychologie et de la psychiatrie, parce que la psychanalyse, vous pouvez tous vous dire psychanalyse, le titre n'est pas protégé. Mais c'est la psychiatrie. Et, ouais. En fait, je voudrais conseiller un truc. Il y a un petit point que je... Alors, la psychiatrie, il y a des choses, bien sûr, qui sont scientifiques. Mais en fait, il ne faut pas dire telle discipline, pas telle discipline. Ça dépend toujours des méthodologies employées. Au sein de la psychologie, je suis psychologue aussi, il y a de la science et il y a des pseudosciences. Tout n'est pas scientifique. Et pareil, au sein de la psychiatrie, c'est pareil, il y a des éléments peut-être qui sont moins solides que d'autres. Voilà. Petit point. Après, juste pour dire, la science, c'est quand même... Donc les méthodes scientifiques sont le meilleur outil dont on dispose, en dépit de ses limites, pour essayer d'élaborer des connaissances solides. Juste un petit point rapide. Non, c'est bon, je parle fort. Donc, le problème, c'est aussi qu'il y a la partie historique que vous évoquez. Il y a un apport historique et culturel des personnes du courant psychanalytique qui étaient beaucoup plus humains, qui étaient beaucoup plus à l'écoute des patients, qu'une psychiatrie à une certaine époque, qui était extrêmement violente et qui elle-même ne s'appuyait pas sur des preuves. Par contre, on a évolué depuis.
Aujourd'hui, on teste, on évalue. Il y a des publications, il y a des essais, on regarde où on est. Et effectivement, quand on regarde les publications scientifiques actuelles, dès le début du XXe siècle aux États-Unis, on a commencé à vraiment avoir des preuves, vraiment des preuves de l'inefficacité, voire même des problèmes que posent certains narratifs psychanalytiques sur le patient. Donc dès le début du XXe siècle, dans plein de pays, on a commencé à l'abandonner. Et il n'y a que dans certains pays, comme la France et le Brésil, où on a gardé un petit peu ça. L'Argentine. On a gardé un petit peu ça. Oui, mais là, justement, l'APA, ce ne sont pas des choses qui sont retenues. Voilà. Bonjour. Merci pour la présentation. J'ai une question par rapport, alors quand on écoute le point de vue zététicien, j'ai l'impression que ça donne la sensation qu'il y a une manière de penser la vérité qui permettrait de converger vers le vrai. Ma question c'est, malgré ça, parce qu'en fait ça fait comme un paradoxe, et malgré le fait qu'il y aurait une manière de converger vers la vérité, on n'arriverait pas à faire en sorte que même dans des moments de tension extrême comme le Covid, on n'arrive pas à faire en sorte que tout le monde justement comprenne où se situe cette vérité, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Donc, ma question c'est comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe en tant que zététicien ou juste par rapport au rapport à la vérité? Et une autre question qui peut être une partie de la réponse de la première, qui est est-ce que c'est dû finalement à la liberté d'expression, le fait même qu'il y ait une impossibilité à appliquer une vérité universelle, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Donc, ouais, je peux répondre à plusieurs niveaux. Je pense que c'est une question très, très pertinente et qui ouvre beaucoup de portes. Mais il y a un élément qui est assez intéressant, c'est un dysfonctionnement au niveau des autorités. Il y a eu un gros dysfonctionnement antérieur à la crise Covid dans le monde scientifique. Quand il y a deux tutelles, INSERM et CNRS, qui retirent leur tutelle d'un institut dans lequel se trouve du harcèlement sexuel, se trouve plein de problèmes de fraude scientifique, se trouvent déjà des publications qui ont été rétractées par le passé, etc., etc. Il y a des institutions qui ont dysfonctionné en amont, qui n'ont pas joué leur rôle, et donc qui ont empêché à quelqu'un qui finalement n'est pas compétent dans le domaine scientifique, et qui n'a pas envie de passer des heures à comprendre comment la science marche, de pouvoir se fier à une autorité fiable. Parce que quand on a l'institut dédié... Est-ce que c'est bon? Oui. On entend. Quand on a l'institut qui est dédié à la recherche qui est le principal institut sur les maladies infectieuses qui dysfonctionne, bah c'est qu'il y a un problème, déjà. Donc je pense qu'il y a ce niveau-là qui est déjà un problème institutionnel, mais il y a également des problèmes individuels, de manque d'esprit critique individuel. Donc, les deux combinés causent ce problème, à mon sens. Est-ce que ça a pour conséquence qu'on ne pourra jamais établir le vrai, ou qu'il faudrait que le vrai s'oppose finalement, enfin, que l'établissement de la vérité s'oppose à la liberté d'expression? Je ne pense pas. Mais je pense que la liberté d'expression, elle doit être encadrée en quelque sorte. Une liberté d'expression, elle n'est jamais absolue. Si j'injurie quelqu'un, si j'appelle à tuer quelqu'un, c'est interdit par la loi. On a choisi une convention pour dire que les propos qui sont dangereux ou qui ont des conséquences lourdes, bah, on ne va pas les tenir. Il y a déjà un code de santé publique que le médecin doit respecter, qui n'a pas toujours été appliqué pleinement. Quand un médecin refuse de participer à une action de santé publique de l'État parce qu'elle était validée par les instances, il est en tort normalement. Ça n'a pas toujours été appliqué totalement. Donc il y a différents niveaux. On avait déjà un arsenal juridique et des éléments qui permettaient de l'évaluer.